ce sont nos 20 ans que nous célébrons. Pas les miens, j'ai la tête un peu chelée, mais celle de l'association qui a été créée en décembre 1996. Un très grand merci à Vincent Maurice pour la salle, à notre député Jean-Michel Couve qui nous fait l'honneur de venir à ce colloque. Je voudrais saluer aussi Madame Léka Berger, qui est conseillère départementale, avant on disait conseil général, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Madame Fournier-Néry, première adjointe du plan de la Tour. Madame Hureau, adjointe à la culture de la Croix-Valmer, un représentant. Évidemment, Madame Arnaud, l'incontournable, que je remercie particulièrement, adjointe à la culture de Sainte-Maxime, la présence de Jean-Claude. Donc je vous remercie tous, à vous archéologues professionnels, amateurs. J'espère que vous trouverez votre compte dans cette conférence. Et je vais céder la parole à Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, je voudrais, au nom de la ville de Sainte-Maxime, vous souhaiter la bienvenue ici au Carré Gaumont pour cette journée exceptionnelle, ce colloque extraordinaire de l'association Aristide Fabre, un colloque international que nous avons aujourd'hui. Alors, joyeux anniversaire à cette association qui a donc 20 ans et qui a pris naissance, si vous faites le calcul, en 96. Alors, connaître et faire connaître le patrimoine et le protéger, c'est l'objet de l'association Aristide Fabre. En pleine actualité sur le débat de l'identité française, son histoire, sa culture, il y a une chose qu'on ne peut pas contester, c'est ce que vous avez trouvé dans le sol au fur et à mesure de vos recherches, qui est le témoignage de cette histoire et de notre territoire et de notre France. Les plus significatifs d'entre eux, s'il pouvait y en avoir, bien sûr, le vieux Saint-Maxime sur la colline du Meunier, à l'origine 3000 ans, le vivier romain du 1er siècle après Jésus-Christ au Sardino, la villa romaine près de l'ancienne poste, une cave romaine au domaine des Bocasses, célèbre vin de Sainte-Maxime et du pain de la Tour, je le précise, Christian. Merci. Et bien d'autres encore. En tout cas, je voudrais remercier André pour son implication dans cette association. Tous ceux qui sont autour de lui aujourd'hui, comme hier, on a parlé de M. Courtin qui va sans doute faire un exposé dans quelques secondes, et j'avais plaisir tout à l'heure à admirer son projecteur à diapositive, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'entre l'âge de pierre et le numérique ultra sophistiqué d'aujourd'hui, il y a eu des diapositives avec des projecteurs adaptés. On avait tendance à l'oublier, hein. Et M. Courtin m'a dit, moi, je reste avec mes diapositives. Alors, vous excuserez la projection un peu difficile. On est équipé, mais M. Courtin tient à ses diapositives et je le comprends. Voilà. En tout cas, André, merci. Je ne vais pas être plus long. Les gens sont venus écouter des spécialistes. Merci à tous pour votre présence et je vous souhaite encore un joyeux anniversaire, un excellent colloque, et nous on se retrouve bientôt dans les différentes manifestations, bien sûr. En fait. Je me permets de faire. Voilà. Alors, je vais appeler notre président d'honneur, Gaëtan Congès, qui va nous dire 2 mots sur l'association. Je n'en ai pas parlé, et il vaut mieux parce que j'aurais été trop bavard, mais lui, en scientifique objectif, il va vous en parler. Bonjour. En 2002, alors que j'étais en charge du département du Var, au service régional de l'archéologie, j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur qui se présentait comme le successeur de Denis Vallon et qui voulait me rencontrer. Il est venu avec un collègue et j'ai vu arriver sur le site d'Entremont où je leur avais donné rendez-vous Stéphanois aimable, provençal débonnaire. C'était André Falconet et Jacques Camba. Et je m'étais dit, encore des farfelus qui ont fait une association, etc., ça ne durera pas.
Et en fait, je me suis vite rendu compte que je me trompais, que c'était du sérieux. Et nous avons beaucoup discuté de ce qu'ils voulaient faire, de ce qu'ils pouvaient faire, et je les ai aidés de mon mieux. Leur premier objectif était de remettre en valeur les vestiges de la villa de Pardigan que nous avions fouillé avec Jean-Pierre Brun et l'équipe du groupement archéologique de Cavalère, dirigé par les frères Pinelli, Patrick et Jean-Marc, ainsi que Guy Auberti. Ces vestiges étaient restés à l'abandon depuis l'arrêt des fouilles. Comme souvent dans notre domaine, il y a suffisamment d'argent en général pour faire des dégagements, mais très peu pour la conservation et l'entretien des vestiges. Et donc ils se sont attaqués à cet énorme chantier de débroussaillage. Il y avait même des arbres à couper, et ils ont entrepris aussi d'autres recherches, notamment sur le vivier des Sardinots, dont on vient de parler aux Isambres. Et notre collaboration a continué jusqu'à mon départ à la retraite, et ensuite aussi parce qu'ils m'ont fait l'honneur de me demander de les honorer en étant le président d'honneur de l'association. Voilà, donc ça a été une grande aventure qui a été surtout marquée par l'importance de leur investissement dans le domaine de la communication publique, chose qui se faisait encore assez peu, et ils ont eu à cœur d'organiser régulièrement des grandes réunions, des conférences auxquelles sont invités le public en général et pas seulement les membres de l'association. Donc c'est les 20 ans de cette association qui était née quelques années avant cette rencontre de 2002, puisqu'elle a été créée par une équipe locale, et elle était dirigée alors par Denis Vallon, qui s'était chargé des fouilles de l'oppidum du Mont-Jean et de Maraviel. Donc, longue vie encore à l'association Aristide Fabre, et merci André et tes collaborateurs pour tout ce que vous avez fait pour l'archéologie naroise. Donc, on va lui laisser la parole pour le premier sujet, qui est les auberges antiques. Donc, Gaëtan, comme il vous l'a dit, est notre président d'honneur depuis la création. Il est conservateur en chef du patrimoine, ce qui correspond à un grade important. Il a passé 25 ans dans le Var, ce qui fait de lui le plus grand spécialiste de l'Antiquité dans le Var, sur Pardigon, Chectu et Modeste, mais aussi tous les lieux de l'âge du fer, etc. Il a été en épaulement des recherches, et comme il est très modeste, il affiche à peine son nom pour aider les uns et les autres, les bénévoles. Il a obtenu la médaille d'or du Conseil général pour son action dans le Var, et il a publié des articles sur Forum Bocconi, qui est un site romain situé au Canet des Morts, à Entremont, des oppidats de l'âge du fer comme Ventubière, Le Mont-Jean et Maravieille, bien sûr Pardigon dont je parlais. Il est préhistorien de formation, mais l'essentiel de son activité s'est porté sur l'âge du fer par l'abondance des sites que nous avions ici, période romaine. Et de plus, et je voudrais insister là-dessus, il est très modeste et il a une qualité, il est pédagogue. Et je me souviens, quand nous fouillions sur Forum Bocconi, au départ, comme il l'a dit, j'étais allé proposer nos services. Un jour, j'ai reçu un mail me disant « À vos pelles et à vos pioches, venez nous rejoindre à Forum Bocconi ». Et donc là, on y a passé près de 120 jours à gratter, à piocher. Et il est exceptionnel parce que quand on avait fini le travail à midi, en dehors du fait qu'il est très bon cuisinier et qu'il peut préparer une bonne popote, eh bien, il venait nous expliquer de façon très pédagogique tout ce qu'on avait trouvé, les formes, l'utilité, etc. Je dirais ce qui est rarissime dans ce monde de l'archéologie, parfois, il faut le dire, un peu fermé.
Donc je vais te laisser parler, Gaëtan, sur un sujet qui nous intéresse et qui est inédit, qui s'appelle les auberges antiques. Merci à vous. Oui, à partir d'une fouille que nous avons pu faire dans la plaine de la Crau, en compagnie de Othello Badan, le découvreur de ces vestiges, et de Jean-Pierre Brun, que tout le monde connaît dans le Var, je me suis intéressé aux auberges antiques, parce que parmi les découvertes que nous avons faites dans la Crau, il y en a une qui se situe sous la commune d'Istres, mais qui s'appelle la Brune d'Arles, et que nous avons interprétée comme étant une auberge. Petit détail historico-géographique, ce lieu dit la Brune d'Arles est le nom d'une bergerie moderne qui se trouve aujourd'hui sur la commune de Saint-Martin-de-Crau, commune de Saint-Martin qui a été créée en 1921 par un détachement de l'immense commune d'Arles. Et de part et d'autre de la frontière entre Arles de l'époque et Istres, il y avait deux bergeries, toutes deux appelées la Brune, donc il y avait la Brune d'Istres et la Brune d'Arles. Alors ici j'ai mis une image qui vient de Pompéi, qui montre un établissement qui est plutôt ce que nous appellerions aujourd'hui un bistrot, plutôt qu'une auberge. C'est un lieu, c'est un débit de boissons où on peut boire frais, on peut boire chaud, mais il n'y a pas de literie, on ne peut pas y dormir. Dans les endroits où on pouvait dormir, beaucoup de textes, y compris les poètes et les plus satiriques, beaucoup de textes nous parlent de l'insécurité qui est liée au séjour dans les auberges et au transport et au voyage en général. On se fait facilement détrousser, attaquer, parce que pour les gens les plus pauvres, le voyage s'accompagnait évidemment du transport avec soi d'une petite fortune pour payer tous les frais. Il n'y avait pas les carnets de chèques. Et donc on avait avec soi une somme rondelette. Évidemment, les voleurs le savaient, c'est un peu comme de nos jours, ceux qui s'attaquent aux voitures des touristes qui sont garées sur un parking, parce qu'on sait que là-dedans, il va y avoir des choses intéressantes. Et d'autre part, on nous parle aussi de l'inconfort de ces auberges, mobilier sommaire, insectes partout, cafards, moustiques, etc. On a même un cas où on nous dit que c'est une inscription trouvée à Pompéi, gravée sur le mur d'une auberge, où un client se plaint qu'il n'y avait pas de vase de nuit et que donc il a mouillé son lit. Et Galien, le fameux médecin, parle d'une auberge où on servait une soupe préparée avec de la chair humaine. Alors, archéologiquement, à part les cas exceptionnels de Pompéi et un petit peu d'Ostie, on connaît très peu de monuments que l'on a pu appeler avec certitude auberges ou hôtelleries. J'en ai inventorié quelques-uns en Gaule, mais il n'y en a pas plus d'une dizaine. Voici ici, par exemple, le relais de Revel, qui se trouve dans la Somme, et qui a été en partie fouillé. Alors, ce qui caractérise ces monuments hors des villes ou à l'entrée de petites agglomérations, qui sont des relais sur les routes, c'est toujours la présence d'une grande cour, de remises et de petites pièces le long des murs, de deux murs, qui forment la clôture de cet ensemble. La première, c'est sur la datation. Là, on vient de voir apparemment la fin de l'auberge, mais est-ce qu'on a une idée de sa fondation? Et la deuxième question, j'enchaîne tout de suite. Tout à l'heure a été évoqué ce qu'on y servait du côté de Rome, du pain et des gâteaux. Vous avez parlé de viande. Est-ce qu'on sait ce qu'on y servait dans ces auberges? Elle semble avoir fonctionné très peu de temps. Le matériel que l'on retrouve est bien homogène. Grosso modo, data entre 100 et 50, si on devait donner
des dizaines. Donc elle aurait duré au maximum 50 ans, et peut-être même beaucoup moins, mais ça c'est très difficile à en être sûr. Les monnaies donnent un spectre beaucoup plus large, mais les plus anciennes sont les plus usées. Et vous savez que dans l'Antiquité, les monnaies pouvaient servir plusieurs dizaines d'années, même plusieurs siècles, avant d'être vraiment abandonnées. Elles avaient leur valeur de poids du métal, était la valeur principale. Donc ce n'est pas une valeur faciale, comme on dit pour les billets, c'est une vraie valeur métallique. Voilà, donc pour la datation, une existence très brève. Pour la nourriture, on manque un peu de détails, hein, bien sûr. Pour notre auberge, évidemment, on ne retrouve que les restes osseux, mais il devait bien y avoir des nourritures végétales, des soupes et des légumes. Évidemment, les archéologues n'en retrouvent pas trace. On a pour l'Italie des choses un peu plus précises parce qu'on a des textes, on a quelques mentions qui montrent que c'était quand même des nourritures assez ordinaires que l'on servait dans ces établissements. Il y avait du vin. Comment? Il y avait du vin. Du vin, oui, ben vous avez vu des quantités d'amphores. Oui. Ça pouvait être de l'huile. Non, celles-là sont des amphores à vin. Et principalement, tous les textes que nous avons parlent souvent du vin trafiqué que les aubergistes servaient, c'est-à-dire qu'ils s'ajoutaient de l'eau. Parfois, c'était presque du vinaigre, parce que, comme vous le savez, le vin est un état miraculeux entre le jus de raisin et le vinaigre. Oui. Est-ce qu'on a identifié dans le Var des auberges? Je pense par exemple à Forum Vocoli, où on a trouvé dans une salle beaucoup de pièces qui l'ont fait interpréter comme un possible lupanar, mais c'est peut-être une interprétation fantaisiste. Est-ce qu'il pouvait y avoir une auberge? Il y en avait sûrement au Forum Vocoli. Oui, sûrement qu'il y en avait, parce que c'était une étape sur la voie aérienne. Mais le secteur qu'on a fouillé ne permet pas d'être affirmatif. On avait fait cette hypothèse. Monsieur Pasqualini, qui nous fait l'honneur d'être avec nous et qui s'occupe du musée de Fréjus, entre autres. Donc j'ai vu que le sujet passionnait Gaëtan. Il faut dire qu'il est allé beaucoup plus loin que ce qu'on savait jusqu'à présent. Et je voulais t'en remercier avant qu'on passe à l'intervenant suivant. Les escaliers sont par là. Donc si M. Jean Courtin veut bien venir avec Jacques Gauthier, comme Jacques en culotte courte suivait pas M. Courtin dans ses découvertes locales, je vais lui laisser le soin de présenter M. Courtin. On n'a pas pu faire plus local que Jacques Courtin, puisqu'il est né à Saint-Tropez en 1936, et même pour le mois de septembre. Donc on vous souhaite un bon anniversaire pour quelques. On ne sait pas si ce sont les éclats d'oxygène trouvés sur les plages naturistes de Pantologne, que Jean Courtin fréquentait, ou les vestiges d'habitation gallo-romaine situés sur une propriété familiale des Célèbres à Ramapel, qui ont déclenché chez Jean Courtin sa passion pour l'archéologie. Alors qu'il n'est que lycéen, dans les années 50, Fernand Delois, le directeur des antiquités de la région, lui confie une mission de prospection archéologique dans la région du golfe de Saint-Tropez. De 1959 à ce jour, Jean Courtin est membre du CNRS, où il gardera tous les échelons au cabinet directeur honoraire de recherche. Parmi les grands chantiers de fouilles qu'il a déjoués, on peut citer de 1958 à 1972, fouilles de petits sites préhistoriques dans les gorges du Verdon, alors un noyage par la montée des eaux du barrage EDF de Guinson. De 1971 à 1974, fouille de 3 dolmens extraporés du camp de la tour de Sainte-Maxime avec Sauzade et Chabot.
De 1970 à 1991, la Sorbonne de Fontgrégoire à Salerne, où il mettra en évidence des traces de cannibalisme. C'est dans ce village de Salerne, capitale varoise de la céramique, qu'il s'établira pour sa retraite. Je cède maintenant la parole à Jean Courtin, qui va nous présenter son étude sur les traces de cannibalisme dans le Var, à l'époque préhistorique. Était-ce un rituel ou une nécessité pour survivre? Il va nous apporter des éléments de réponse. Moi, je vous parlerai de voyages un peu plus anciens dans le temps et dans l'espace aussi. Dans le temps, dans la préhistoire, et dans l'espace, au Nouveau Monde, puisque lorsqu'on évoque le cannibalisme, on fait immédiatement référence aux pratiques anthropophages qui existaient sur tout le continent américain. Ce qu'on ignore souvent, c'est que c'est sur le continent américain, aussi bien le sud que le nord, que la plupart des populations pratiquaient le cannibalisme à l'arrivée des Européens. Le cannibalisme, c'est la consommation d'une espèce par sa propre espèce. C'est-à-dire qu'un caïman qui mange le caïman est cannibale. Si le caïman mange l'homme, il est anthropophage. Mais dans le langage courant, les deux termes sont synonymes. Donc, je parlerai de cannibalisme, c'est beaucoup plus simple. Le cannibalisme, dans la préhistoire, c'est un vieux serpent de mer. Un vieux serpent de mer qui a fait surface au début du XXe siècle. Principalement concernant l'homme de Néandertal. À la suite des fouilles de la grotte de Krapina, dans l'ex-Yougoslavie, maintenant en Croatie, Krapina a été occupé par l'homme de Néandertal il y a à peu près 100 000 ans. On a évoqué le cannibalisme, mon collègue et ami de Lemlin, à propos de l'homme de Totalel. Dans la cône de l'Arago, tous les restes humains qui ont été découverts sont des os fragmentaires éparpillés au milieu des restes de faune. L'hypothèse du cannibalisme est très plausible. La démonstration la plus précise et indiscutable de pratiques anthropophagiques qu'on ait pu faire revient à mon équipe, je le dis sans modestie, grâce à une découverte que nous avons faite dans le Var, dans la grotte de Saverne, la grotte de Fontgrégoire, qui avait été découverte par l'ancien pharmacien de Saverne, entre Taxil, et où j'ai fouillé ensuite pendant 20 ans. Gaëtan Corgès, qui a travaillé dans sa jeunesse, il a charrié beaucoup de seaux de pierre et de terre, ce qui a dû le dégoûter à vie de la préhistoire, pourquoi il s'est tourné vers l'Antiquité. Il a peut-être eu raison. Le naufrage. Au XIXe siècle, on a autant de récits de naufrages où les survivants, entassés dans une chaloupe, ont dérivé pendant des jours et quelquefois des semaines, et ont mangé les morts, quelquefois ont tué l'un d'entre eux pour survivre. La chanson « Il était une fois un petit navire », il était un petit navire, c'est où on tire à la porte-paille pour manger le mousse, c'est-à-dire là. Et puis il y a eu des cas récents, un des plus connus, c'est celui de l'équipe de rugby uruguayen qui s'est craché dans les Andes en 1972. Les survivants s'aperçoivent au bout de quelques jours qu'ils n'ont aucun espoir pour les retrouver. Alors parmi eux, il y a deux jeunes médecins, qui leur disent qu'il n'y a qu'une solution, il faut manger les morts. Alors on a des tas de gravures qui n'ont pas été faites d'après nature, elles ont été réalisées d'après le récit des voyageurs qui montrent qu'il n'y aura pas cannibales chez les Indiens du Brésil, chez les Caraïbes, etc. Je me bornerai à citer Montaigne. Dans les essais de Montaigne, il consacre un chapitre qu'il appelle les cannibales, le chapitre 31. Je pense qu'il y a plus de barbarie à déchirer par tourment et géhenne un homme vivant, le faire mordre et meurtrir aux chiens et aux pourceaux,
comme nous l'avons vu de près chez moi, entre des voisins et concitoyens, sous prétexte de piété et de religion, que de rôtir et manger après qu'il est trépassé. Dans les guerres de religion qui ont ensanglanté la France dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et il s'est passé des choses aussi horribles que les repas cannibales qui s'est passé chez les Toupinambas. Je vous remercie. Donc, j'avais une question très concrète. Que mangeait-on dans la grotte où j'avais vécu? Était-ce des jeunes gens? Était-ce des femmes, des hommes d'un âge? Et notamment, y avait-il un langage amoureux quand on dit « tu es jolie, je vais te croquer ». Voilà, c'est important pour le repas qui va suivre. On ignore tout du langage néolithique, malheureusement, puisqu'on n'a pas d'écriture à cette époque. Est-ce qu'on a mangé des hommes et des femmes? On a mangé des jeunes, une majorité de jeunes. Lorsque nous avons publié notre premier article dans la revue Science, on a vu défiler quantité de journalistes. Et entre autres, deux journalistes de Paris Match. Qui ont fait un article dans Paris Match. Ils ont été 2 jours avec nous. Et alors, en voyant les bracelets, ils me posaient la question que vous posez. Est-ce que c'était des jeunes gens? Est-ce que c'était des jeunes filles? Alors je dis non, on ne peut pas le préciser. Mais pourtant, il y a des bracelets. Du moment qu'il y a des bracelets, c'est que c'était des jeunes filles. Non. Et comment on les faisait cuire? Comment on les faisait cuire? Là, puisque ces gens avaient des poteries, il y avait des marmites, ils désossaient la viande, ils faisaient du ragoût, peut-être avec des herbes aromatiques, des herbes de Provence, de l'ail sauvage, etc. Alors, heureusement, le journaliste m'a montré son brûlant d'article avant de le publier. Et ça s'appelait « À Salerne, il y a 6 000 ans, il y a 7 000 ans, on se délectait du ragoût de jeunes filles aux herbes de Provence. » Alors je lui ai dit, si vous publiez ça, ça va très mal se passer. On va changer le titre. Voilà, petit quand même. Merci beaucoup. Nous nous sommes connus avec Jean-Pierre il y a quelques années, à l'époque où j'étais directeur du géant casino de Fréjus, et lui dirigeait un laboratoire important d'analyse à Saint-Raphaël. On s'est trouvé une activité commune lors d'expositions qui étaient faites sur le site, et on a sympathisé, et c'est ce qui fait qu'après quelques années, je dirais pas de nombreuses années, on se retrouve amis. Jean-Pierre fait partie du comité scientifique de l'association, comme Gaëtan Corgès, et on est flatté. Alors, qui est cet homme? Bon, c'est un plongeur émérite, en dehors de la biologie. C'est le plus grand découvreur d'épaves de la Méditerranée. Je le dis parce qu'il n'osera pas vous le dire, il est très modeste. Il plonge à des niveaux très inférieurs à ce qui est autorisé par le DRASM, le département d'archéologie sous-marine et subaquatique. Et c'est ce qui lui vaut une renommée avec toutes les découvertes qu'il a faites. Découvertes qui s'étagent depuis les périodes lointaines où on vogue jusqu'aux périodes modernes. Mais je ne vais pas déflorer le sujet, il va le faire. Il a écrit de très nombreux ouvrages sur ces découvertes. Voilà, alors je vais lui laisser la parole, mon cher Jean-Pierre. Tu as la parole enfin. Merci André, merci mesdames, messieurs pour d'être venus si nombreux. Il y a la quantité, il y a la qualité. Je vais essayer aujourd'hui de vous exposer une évolution, 2 évolutions à la fois. La première évolution, c'est l'archéologie sous-marine en général, depuis le jour où on a trouvé la première épave jusqu'à maintenant. Et par la force des choses, la deuxième évolution, c'est mon cursus, si vous voulez,
en tant que plongeur sous-marin, avec des techniques, avec des épaves, avec un monde qui a bien changé depuis 55 ans que j'ai mis mes premières palmes et que j'ai commencé à faire de l'archéologie sous-marine. Alors nous allons passer de l'Antiquité à l'archéologie de la vapeur, technique, de ce qui était mes moyens à l'époque. Alors nous descendons ensemble et nous allons voir un peu en général ce qu'est l'archéologie sous-marine et, comme je vous l'ai dit, en particulier mon cursus. Alors, avant même la plongée autonome, il y a eu la plongée, il y a eu les scaphandres. Et les premières épaves romaines antiques qui ont été découvertes ont été explorées grâce aux scaphandres à casque. En particulier, parmi les premières découvertes, récemment à Bâle, en Suisse, il y a eu une exposition sur l'épave d'Anticitaire. Une épave fantastique où il n'y avait que des œuvres d'art en bronze et malheureusement aussi en marbre, et le marbre ne tient pas sous l'eau. Le marbre est mangé par les chauffages. Enfin, l'épave d'Anticitaire, c'était un des jalons de l'archéologie sous-marine. Au large très au large de la Tunisie, l'épave de Madia. Monsieur Merlin, Alfred Merlin, qui était responsable d'archéologie en Tunisie, se voit proposer par des scaphandriers, des pêcheurs d'éponges à scaphandres, l'emplacement d'une épave et justement entame pendant plusieurs années une fouille qui va amener à remplir le musée du Bardo à Tunis. En plusieurs années, l'épave du Grand Tombouctou va être exploitée avec l'aide de la Calypso, ce bateau, ce navire mythique que venait juste d'acquérir d'utiliser Jacques-Yves Cousteau, et à côté de la Calypso, l'Espadon, petit bateau de l'Office français de la recherche sous-marine. Quand même une parenthèse, la première épave qui ait jamais été déclarée aux Antiquités se trouvait à Saint-Raphaël. Au large de la Chrétienne, c'était l'épave chrétienne A, et elle avait été trouvée dès la fin des années 40. Et puis, nous en sommes quand même assez fiers, à droite, la première fouille exhaustive d'une épave en 1973. Le matériel n'a pas beaucoup changé, mais l'épave, nous avons fait et nous avons publié une fouille complète sur le contenu du bateau et sur le bateau. Et on continue à monter. Alors, le Moyen-Âge, au début, il n'y avait pratiquement aucun commerce. Et puis, vers le XVIe siècle, le réveil commercial de toute la Méditerranée cadre avec l'armement de flotte, à Toulon en particulier, à Villefranche, qui assurait la sécurité des bateaux de commerce. Et aussi avec l'apparition des batteries côtières qui, justement, gardaient les bateaux sous leur protection. Et alors là, il y a un grand essor des importations ligures, c'est-à-dire italiennes, espagnoles. Alors les italiennes, c'est plutôt dans les Alpes-Maritimes, la Côte d'Azur. Les espagnols, c'est plutôt dans le Languedoc, on pourrait s'en douter. Donc 16e siècle, départ d'un commerce de poterie qu'on a retrouvé ici au Cap-Lardier par exemple. Au Cap-Lardier, on a une magnifique épave qu'on appelle l'épave des Ardoises. Il y avait des poteries et il y avait des ardoises. C'était un transport de matériel, si vous voulez. Et toutes ces pièces proviennent d'épaves de notre région. On nous dit, mais ça ne sert à rien, il y a des récits, il y a des plans. Non, il n'y a pas de plan. Par exemple, pour celui-ci, le chantier naval a disparu il y a fort longtemps et n'a laissé aucun plan et on ne savait pas comment marchait cette machine à vapeur, qui est assez rare d'ailleurs, machine à vapeur alternative d'un type qui n'a pas fait souche. À cette époque, il y avait 3 chantiers navals qui faisaient des bateaux en fer, à moteur, à vapeur. Il y avait 7 dans l'Hérault. Il y avait la Ciotat. La Ciotat a pu se maintenir grâce aux messagers maritimes. Et il y avait la Seine qui a pu se maintenir grâce
à la proximité de la Marine nationale. Voilà, je crois vous avoir expliqué ce qu'est maintenant l'avenir, l'archéologie de la vapeur, notre archéologie. Remarquez le matériel. Là, c'est l'avenir, le recycleur, et moi, ben, les vieux machins. Je vous remercie. Bien, nous allons changer de région totalement. Nous allons en Égypte avec Madame Naël Leborgne, je prononce mal votre prénom. Gwenaël. Voilà, Madame Leborgne est diplômée de l'école du Louvre. Elle a fait une maîtrise d'égyptologie à la Sorbonne. Elle donne, pour ceux que ça intéresse, des cours à la médiathèque d'hier, notamment sur les hiéroglyphes. On en a parlé un peu pour essayer de faire un point dans le golfe de Saint-Tropez. C'est à l'étude également des cours sur l'histoire égyptienne antique. Elle est conférencière. Nous avons bénéficié déjà régulièrement de sa compétence et on va l'entendre aujourd'hui sur un travail qu'elle effectue 3 mois par an en Égypte. Elle fouille, quelle chance, c'est le rêve de beaucoup d'entre nous, sur des sites égyptiens. Donc je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Un grand merci à Monsieur Falconet pour cette invitation aujourd'hui. Je suis vraiment très honorée de pouvoir être parmi vous. Je vais rectifier un tout petit peu, je ne fouille pas 3 mois, mais 1 mois par an. C'est déjà beaucoup en Égypte. Mais il est vrai que le chantier de fouille du Ramesséum dont je vais vous parler aujourd'hui est le chantier qui dure le plus longtemps dans l'année en tant que fouille temporaire. Parce qu'il y a un site qui est le site de Karnak, qui dépend du centre franco-égyptien, qui lui fouille tout au long de l'année et restaure tout au long de l'année. Mais autrement, à part l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale, qui se trouve au Caire, et où il y a des égyptologues et même d'autres domaines de l'archéologie qui interviennent tout au long de l'année, avec des fouilles ponctuelles de 15 jours ou 3 semaines sur différents sites. Donc le chantier de fouille du Ramesséum est celui qui dure le plus longtemps, il dure 3 mois et demi par an au niveau des fouilles. Voilà. Donc nous allons effectivement parler aujourd'hui ensemble de l'Égypte, ce beau pays que tous les aventuriers ont rêvé de découvrir entre le XVe siècle et le XIXe siècle. Et c'est un pays qui fait toujours autant rêver aujourd'hui, mais les réalités archéologiques sont les mêmes que lorsque l'on fouille en France, bien sûr, ou dans d'autres pays européens. Il y a quand même quelques petites différences entre donc les pays européens et l'Égypte. Et aujourd'hui, justement, je vous propose de découvrir ce chantier de fouille du Ramesséum à Luxor. Ramesséum qui est en fait le temple des millions d'années de Ramsès II. Et donc de découvrir un petit peu ce qu'est l'archéologie dans ce pays-là. Avant de partir sur les fouilles, je voulais tout d'abord vous présenter une petite histoire du Ramesséum. J'ai essayé d'être assez brève et concise, mais il faut quand même que vous puissiez comprendre ce qu'est ce monument. D'Amenophi III, Amenophi IV, j'aime pas trop dire Amenophi parce que c'est une erreur, mais bon, donc Amenhotep III, Amenhotep IV, qui est devenu Akhenaton, et donc ces pharaons ont régné avant Toutankhamon, le célèbre Toutankhamon, donc à la 18e dynastie, Ramsès II n'arrivant qu'après, et donc il a démonté, on le sait aujourd'hui par rapport à ce qui a été trouvé en pavement, il a démonté un temple de l'époque d'Hatshepsut, donc qui a vécu donc avant Amenhotep II et Thoutmôsis IV. Donc il a démonté ce temple pour y implanter son propre temple des millions d'années, et il a respecté donc les deux temples qui étaient autour. Il a respecté également ce monument-ci, qui est la chapelle d'Ouadjmès, un prince de Thoutmôsis Ier, donc un des frères vraisemblablement d'Hatshepsut,
qui était déjà sacré à l'époque de toutes nos histoires et donc qu'il a respecté. Je vous remercie. Des questions? Bonsoir. Tout d'abord, grand merci là, pour votre... ce que je trouve intéressant dans votre démarche, et avec tous ces gens qui ont travaillé depuis Champollion, mais sûrement bien avant, vous avez cité le premier paléontologue ou archéologue, c'est ça? Oui. Et on voit bien que l'histoire nous saute à la figure en permanence. Hein. On veut la cacher, on veut la détruire, et ça nous revient. Hein. Donc c'est vraiment formidable travail. Grand merci à vous. Donc je souhaite simplement que vous poursuivez ce travail, évidemment. Oui, on espère aussi. Eh bien, merci de votre prestation. Jean-Claude, c'est un homme de foi. Non seulement parce qu'il habite Foix, d'où il est venu hier, et entre parenthèses, il a mis que 7h30 de train, parce qu'il a pris le TGV. Il a mis 7h30 pour arriver à Aix-en-Provence, plus 1h30 après pour le ramener ici. Enfin, voilà. Bon, mais c'est un homme qui ne s'est pas laissé désarçonner par 7h30 de train, étant donné que depuis 50 ans, il a sillonné la planète dans tous les sens, et il n'y a pas, je crois, un pays où il n'a pas été, où on ne l'a pas appelé pour aller visiter et recenser un abri, une grotte, etc. Bon, enfin, il nous racontera ça, mieux que moi. Mais c'est un homme de foi au sens de fides en latin, parce qu'il est très fidèle à l'amitié. Ça fait 60 ans qu'on est amis. Bon, et ça avait mal débuté pourtant, parce que on s'est connus au lycée, et il y avait un fossé social entre nous. Il était pion, et moi j'étais élève en première. C'est vous dire qu'il y avait un hiatus incendiaire. Mais nous sommes tous les deux cathares, et nos ancêtres ont lutté contre l'invasion des Français au XIIIe siècle. Oui, si, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, et qui sont venus nous massacrer par dizaines de milliers, et nous voler nos terres, et nous tout ça. Et ça a fait un rapprochement, parce que les gens de Foix, sous la direction de Raymond, comte de Foix, ont été les plus précieux alliés de Raymond VI, dit le Cathare, et je vous renvoie pour ça à l'ouvrage de Dominique Baudis, assassiné récemment par ses détracteurs, par ses calomniateurs. Mais nous sommes restés des gens, des descendants des Cathares et des hommes de foi, moi aussi, bien que je me sois exilé dans cette partie orientale de la province, de la Provincia Romana. Bon, mais personne ne m'en veut apparemment. Lui est resté fidèle à l'Occitanie. Bon, voilà, je lui donne la parole maintenant parce qu'il a assez attendu. Hein? Allez. Je te remercie pour cette présentation originale. Et je voudrais dire que je suis heureux d'être parmi vous, d'avoir été invité à venir ici à Sainte-Maxime. Je te remercie pour cette présentation originale. Et je voudrais dire que je suis heureux d'être parmi vous, d'avoir été invité à venir ici à Sainte-Maxime, vous donner cette conférence. Et je vais vous parler donc des origines de l'art et en particulier de la grotte Chauvet-Pont-d'Arc. Mais avant de parler des origines, il faut parler de l'apparition. Pour parler des origines, il faut parler de l'apparition de l'art. Donc là, on remonte beaucoup plus loin que ce que nous avons vu jusqu'à présent.
Et bien que mon ami Jean Courtin ait parlé d'un art relativement ancien, enfin, le néolithique, c'est très 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 récent par rapport aux périodes dont je vais vous entretenir. Alors, avant l'apparition de l'art, il y a une nécessité. Cette nécessité, c'est ce qu'on appelle la spiritualité dans l'humanité. Je dis bien la spiritualité dans l'humanité parce que les animaux ne partagent pas cette caractéristique que nous avons. La spiritualité, pour la définir, c'est d'aller au-delà des nécessités de l'existence, de la vie quotidienne, de manger, de survivre, de se reproduire. Et de se poser des questions, c'est surtout ça, se poser des questions sur le monde. Homo sapiens, ça veut dire notre espèce, Homo sapiens, ça veut dire homme sage, sapientia, c'est la sagesse. Et Dieu sait que nous sommes pas sages, puisque nous mettons notre lieu de vie, la terre, en danger. Et nous mettons notre espèce en danger, bien entendu, ce que les animaux ne font pas. Et donc, moi j'aurais préféré qu'on nous appelle Homo spiritualis. Les Néandertaliens ont disparu. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs exactement. Ils n'ont pas été, ça n'a pas été des massacres, mais ils ont disparu et c'est notre seule espèce qui a continué. Les Néandertaliens pourraient enterrer leurs morts. Et donc, ils avaient une spiritualité. Les animaux n'enterrent pas leur mort, ils les mangent, ils les laissent là, etc. Et même si la mort de leurs semblables leur cause de la peine, ce qui est le cas par exemple pour les éléphants, ben ils ne les enterrent pas. Et ce bloc a été découvert sur la tombe d'un enfant. Donc il y avait une sépulture néandertalienne, et quelqu'un a fait ça et a déposé ça. Alors là vraiment on est près de l'art, je ne sais pas si c'est de l'art, vraiment, mais il y a eu un rite avec le dépôt de cette pierre, et cette pierre qui a été ornée, je vais mettre guillemets, mais enfin, sur laquelle on a fait des cupules. Alors, puisque je parle des Néandertaliens, vous avez sans doute vu à la télévision depuis, il y a 2 mois, peut-être 3 mois, on a beaucoup parlé de ces structures qui sont faites par des accumulations de pierres et de stalagmites à l'intérieur d'une grotte, à 300 mètres à l'intérieur d'une grotte, dans le noir le plus total. Et on vient d'avoir des dates radiocarbone à 176 600. Donc ça appartient aux Néandertaliens, de façon certaine. Alors, c'est curieux comment les choses se passent dans notre monde actuel, dans la société actuelle. Ils sont retrouvés à 50 ans, bon, on aurait fait un article dans une revue scientifique, très bien, les spécialistes s'y intéressent, bon, parfait. En fait, et là, ça a paru dans Nature, donc ça a été du jour au lendemain. Le jour même où c'était paru dans Nature, moi j'avais des mails qui m'arrivaient d'Israël, des États-Unis, etc. On dit, est-ce que vous connaissez ça? Qu'est-ce que c'est, etc. La Roche-Cotard, et c'est un bloc, vous voyez, de silex, qui était troué naturellement, et qui a été un peu aménagé. Alors on dirait vraiment une tête humaine, hein, qui a été vraiment aménagé, et à l'intérieur, on a planté un os, à l'époque. Là, on se rapproche beaucoup de l'art. Alors, est-ce que c'est une tête humaine ou est-ce que c'est nous qui voyons une tête humaine et les Néandertaliens voyaient tout à fait autre chose? Mais, un morceau d'hématite. L'hématite, c'est un minerai de fer, mais dont on se sert pour faire de la peinture. Vous voyez, en l'écrasant, ça fait la peinture en rouge magnifique. Donc, ce morceau de bloc d'hématite, comme vous pouvez voir, il y a 3 traits horizontaux et il y a une série de X. Il en a trouvé un autre à côté. Et ça, cette couche où on l'a trouvée, ça a été fait, ce sont des fouilles qui ont eu lieu une quinzaine d'années, qui ont été très bien faites par nos collègues sud-africains. Et la couche a été datée de 75 000 ans.
Donc ça c'est très ancien, et ça a été fait par des hommes modernes, parce que les hommes modernes, en Afrique, il y a ce décalage-là, ils y étaient. En Afrique, les hommes modernes, nos ancêtres directs, ont au moins, au minimum, 200 000 ans. Moi, je dirais probablement entre 200 et 220 000. Mais 200 000, c'est sûr. Et ils sont venus en Europe que beaucoup plus tardivement que vers, comme je l'ai dit, 40 à 40 000. Là, donc, on est à 75 000. Et ça, c'est un travail artistique certain et bien daté. Trouver de l'art géométrique de ce genre il y a 100 000 ans en Afrique, ben oui, pourquoi pas, quoi. Moi, je pense que ces formes d'art sont très, très, très anciennes. Alors, là, maintenant, nous arrivons à quelque chose qui est plus dessiné. On est également en Afrique, en Namibie, et c'est une plaque de pierre qui a été cassée. Les deux morceaux ont été trouvés séparés dans le gisement, et ça représente un animal. Ici, la tête est là, vous voyez les pattes, le sexe, les pattes arrière. Et ça a été daté d'à peu près 25-26 000 ans, vous voyez. Alors, ça a été trouvé en Italie. C'est une pierre sur laquelle on appelle un personnage humain, avec les bras étendus, la tête, et on a l'impression qu'il y a une coiffure avec des cornes. Alors, les collègues italiens l'ont appelé le chaman. C'est pas moi, hein. Et, parce que je ne m'attendais pas du tout. Des expertises, j'en ai fait des tas. Mais quelquefois, des gens vous disent... il y a plusieurs cas de figure, c'est le cas de dire. Quelquefois, ils vous disent « Ah, j'ai trouvé le truc formidable, vous allez voir. » Vous y allez, et il n'y a rien. Parce que les gens ont de l'imagination. Ils disent « Mais attendez, vous ne voyez pas, là, il y a une bisote, etc. » Mais non, c'est des taches rouges, mais pas du tout. Il n'y a pas de bison. Et d'autres fois, c'est pas d'une très grande importance, c'est intéressant, mais c'est authentique, mais c'est pas d'une grande importance. Tandis que Chauvet, alors là, moi j'ai été absolument sidéré quand j'ai fait cette visite. J'ai passé 6 heures dans la grotte. Elles ont passé, vous savez, comme ça, parce qu'on ne passe pas à manger, à boire, rien du tout, parce qu'on ressort. Mais bon, à prendre des notes, à prendre des photos. Alors, la grotte Chauvet, elle est donc dans l'Ardèche, au bord dans la vallée de l'Ardèche, et ça, à demi-heure de marche, ça c'est à demi-heure de marche de Chauvet, vous avez ce qu'on appelle le pont d'Arc. Alors, il y a un spéléologue qui a eu une idée, qui s'appelle Daniel André, qui a eu une idée qui n'est pas idiote. Il dit on pourrait y voir un mammouth tourné vers la gauche, avec la bosse, vous voyez, la ligne du dos, le ventre et la patte avant. Et il avait même trouvé une photo où il n'y avait pas ces arbres, et on a l'impression qu'il y a la trompe. Vous voyez, c'est tout à fait naturel. Et attention, l'échelle, vous voyez, là ça fait 52 ou 53 mètres, et ça fait à peu près autant de hauteur. Ces ours, vous voyez qu'il y a ici un décrochement entre le front et le naseau, que les spécialistes appellent le stop, et qui est caractéristique des ours des cavernes. Votre thèse favorite, c'est que le sens de tout cela, c'est le chamanisme. Or, récemment, on a vu quelques reportages, de gens qui s'intéressaient à la question et qui disent non, c'est une mise en scène, c'est un spectacle qui est monté, genre cinéma à l'heure actuelle ou genre théâtre. Donc, quelle est votre opinion à ce sujet? Alors, ça y est, là, il y a deux questions différentes. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'il y a des endroits où c'est rigoureusement impossible. Impossible physiquement. C'est-à-dire que, je peux vous citer un bon nombre de grottes, où ils ont fait des dessins dans des petits creux, dans des petits coins, où seule une personne peut aller, et où c'est impossible de faire ce type de projection. Et ces dessins, ils sont aussi excellents. Alors pourquoi ici, vous voyez ce que je veux dire? Si j'étais capable de faire des dessins excellents, avec toutes les proportions et tout, dans un petit creux où il n'y a qu'une personne qui peut y aller, où la méthode indiquée est rigoureusement impossible, pourquoi voulez-vous qu'ils se servent d'une projection? À mon avis, c'est le type de la fausse bonne idée. Impossible physiquement. C'est-à-dire que, je peux vous citer un bon nombre de grottes, où ils ont fait des dessins dans des petits creux, dans des petits coins, où seule une personne peut aller, et où c'est impossible
de faire ce type de projection. Et ces dessins, ils sont aussi excellents. Bon, pourquoi ici, vous voyez ce que je veux dire? S'ils étaient capables de faire des dessins excellents, avec toutes les proportions et tout, dans un petit creux où il n'y a qu'une personne qui peut y aller, où la méthode indiquée est rigoureusement impossible, pourquoi voulez-vous qu'ils se servent d'une projection? À mon avis, c'est le type de la fausse bonne idée. Parce que le chamanisme, contrairement, disons, au christianisme, à l'islam, au bouddhisme, ce n'est pas du tout une religion qui est née à un endroit, à partir d'un prophète ou de Dieu, bon, et qui ensuite s'est répandu dans le monde. C'est pas ça du tout. Le chamanisme, ça correspond à des façons de penser propres à toute l'humanité, et donc c'est né sous des formes un peu diverses, mais qui ont pas mal de choses en commun, dans le monde entier. Donc vous avez du chamanisme en Europe, il y en a encore, dans l'extrême nord de l'Europe, en Scandinavie. Il y en a en Asie, il y en a dans pas mal d'endroits. Bon, ce qu'ils m'ont dit, certains, c'est... Alors, ils représentaient leur mythe. Voilà. L'explication, ils représentaient leur mythe. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'ils représentent d'autre? Dire qu'ils représentaient leur mythe, c'est une évidence. C'est comme qui dire ils respiraient ou ils se reproduisaient. Bien sûr. Parce que si vous faites des dessins dans un cadre comme une grotte très profonde où les gens n'habitent pas, qu'est-ce que vous voulez représenter autre que les mythes? Dans une église, qu'est-ce qu'on représente? On représente les mythes. On remet en cause les travaux de Leroi-Gourhan. Je dirais oui et non. C'est-à-dire que les travaux... Moi, je suis un grand admirateur de Leroi-Gourhan. Je l'ai très bien connu. Je connaissais bien Leroi-Gourhan. Je n'ai pas été son élève, mais je l'ai très bien connu en tant que jeune collègue. Il est venu chez moi. Moi, je suis allé chez lui, j'ai mangé chez lui, etc. Je le connaissais bien, et c'était un très grand maître, donc j'ai eu toujours une grande admiration pour lui. Et alors, Leroi-Gourhan, il avait, je sais pas, une trentaine d'années de plus que moi, et il y a des découvertes qui se font, vous voyez, entre-temps. Moi, je ne sais pas si Leroi-Gourhan, il n'aurait pas changé d'avis. Vous voyez. Et c'est une... vraiment... c'est un accouplement. Alors... Je me rappelle très bien que quand je l'ai trouvé, c'était en, plus 81, vous voyez, quelque chose comme ça, c'était 6 ans avant qu'il meure. Et j'étais allé le voir, et je lui ai dit, monsieur, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors il m'a regardé, et il m'a dit, textuellement, il m'a dit ça. J'ai écrit dans mes livres qu'il n'y avait pas d'accouplement, mais maintenant il y en a un. Si je l'avais montré à un de ses élèves, ça n'aurait peut-être pas été pareil. Vous voyez? Il m'aurait dit, mais non, il faut de la lutte gréco-romaine. Si je l'avais montré à un de ses élèves, ça n'aurait peut-être pas été pareil. Vous voyez? Il m'aurait dit, mais non, il faut de la lutte gréco-romaine. Vous voyez? Dans toutes ces grottes magnifiques qu'on nous montre, avec toutes ces photos et ces dessins superbes, il y a une question qui me trouble, en ce sens que je voudrais savoir si ces gens qui ont dessiné ces dessins, qui ont tracé ces traits, ont appris quelque part, avant. C'est sûr. Parce que pas possible autrement. Dessiner le dos d'un bison d'une façon si parfaite, ou des cornes d'un rhinocéros d'une façon si logarithmique, c'est incroyable. Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est pas possible, parce que c'est pas possible. Est-ce qu'ils ont fait des brouillons quelque part? Est-ce que quelque part on peut voir des brouillons? Alors, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Alors, il faut bien apprendre le dessin. Oui, le dessin, moi je pense qu'il devait le faire soit sur des rochers extérieurs, soit plus vraisemblablement sur le sol. Vous voyez? Si j'en aurais une dernière qui est venue de l'assistance, et je donne le micro à André tout de suite après, pourquoi y en a-t-il si peu de grottes? Parce qu'on n'a pas tout trouvé. Il y en a beaucoup qui ont été abîmés, bien sûr, qui ont disparu. Donc, à mon avis, il y en a eu beaucoup plus que ce qu'on a trouvé. Enfin, c'est déjà pas mal. En Europe, on doit avoir des sites avec de l'art qui appartient à cette période qui va disons entre 40 000 et 12 000. On doit en avoir un peu moins de 400. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Mais c'est sûr qu'il y en a eu davantage. Mais ça a été détruit, c'est pas encore reconnu.
vous voyez, il y a une destruction humaine, il y a une destruction de la nature. C'est-à-dire que partout où vous avez des pieds de falaise avec des éboulis, et bien derrière, il peut y avoir une grande réflexion. Oui. Ils se trouvera d'autres, hein, ça c'est sûr. Voilà. Très bien, écoutez, on vous remercie. On vous remercie chaleureusement et votre exposé conclut cette journée, ce colloque, pour les 20 ans de l'association, par vos questions, votre implication, votre silence, l'intérêt que vous avez porté. Donc je pense que vous avez particulièrement apprécié l'intervention de M. Clotte, venu de Foix. Et donc j'en profite pour le remercier aussi, ainsi que